Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Dans cet épisode, j'ai voulu recevoir un spécialiste de philosophie morale, un éthicien, pour éclaircir une notion pas forcément évidente à comprendre, et surtout qui a plein de ramifications un peu complexes, vous allez voir. C'est la notion de statut moral. Alors c'est un tout petit peu philo, et il y a quelques concepts qu'on ne connaît pas encore, et qui sont présentés au fil de l'épisode. Je pense vraiment que c'est des notions qui sont profondément intéressantes, notamment celle d'agentivité et celle de vulnérabilité dont on parle dans l'entretien. Elles peuvent énormément enrichir la pensée antispéciste, selon moi, et c'est pour ça que ça vaut le coup de les découvrir. Mais du coup, pas de panique, c'est complètement normal si vous comprenez pas absolument tout dès la première écoute, ou s'il y a des noms de philosophes que vous avez jamais entendus. Ça peut aider d'avoir écouté le premier épisode du podcast, en 2 parties, avec la philosophe Valérie Giroux. Et souvenez-vous que je mets toujours en description la liste des noms et références mentionnés dans l'épisode, et parfois des liens pour s'informer sur tel ou tel point précis. Ça peut aussi aider. Et à la fin de l'épisode, il y aura même un petit résumé des idées importantes à retenir. Alors du coup, mon invité qui a plein de choses à nous apprendre aujourd'hui, c'est Nicolas Delon, enseignant-chercheur en éthique animale et en éthique environnementale. Il a fait sa thèse en France, qui s'appelle « Une théorie contextuelle du statut moral des animaux », avant de poursuivre sa carrière aux États-Unis, où il est désormais. Et il a écrit de nombreux articles, en anglais et en français, et participé à plusieurs ouvrages collectifs. Alors c'est parti. Épisode 27, qui compte moralement ? Bonjour Nicolas Delon. Bonjour. Alors avec vous, aujourd'hui, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on détricote les enjeux un peu complexes qui entourent la question « Qui compte moralement ?» C'est une question assez fondamentale. En éthique, c'est peut-être la première qu'on doit se poser pour savoir envers qui on peut avoir des obligations morales. Et les philosophes, pour répondre à cette question, ont souvent mobilisé et mobilisent encore aujourd'hui le concept de statut moral. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce qu'est le statut moral ? Sans problème, c'est un plaisir d'être là. Alors, sans surprise, les philosophes ne s'entendent pas tous sur la définition du statut moral, mais on va commencer par faire une petite distinction. Les philosophes, depuis les débuts de l'éthique environnementale et animale, ont souvent employé le terme considérabilité ou considération morale et le terme statut moral de façon plus ou moins interchangeable. La façon dont je l'entends, c'est que mériter la considération morale ou être moralement considérable, ça veut dire qu'on fait tout simplement partie de la communauté morale et qu'on va devoir prendre en compte le bien-être ou les intérêts de la chose en question ou l'entité en question quand on va prendre des décisions. La façon dont moi j'entends le statut moral, ça présuppose qu'on est moralement considérable, mais ça permet de déterminer de façon plus spécifique les obligations qu'on a envers ces entités ou la façon dont on doit les traiter. Ce qui suppose que le statut moral peut varier. Alors ça peut être une question de degré, ça peut être, comme moi je le défends, des variations contextuelles, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un seul statut moral où c'est pas une question de tout ou rien. Alors que la considération morale, ça ressemble un peu plus à une question de tout ou rien. On fait partie de la communauté morale ou on n'en fait pas partie. Donc, la considérabilité morale, c'est le ticket d'entrée pour compter moralement. Soit on est dans la communauté morale et on a un statut moral, soit on n'y est pas et on n'a aucun statut. Les cailloux, par exemple, ne comptent pas moralement, on n'a pas d'obligation éthique envers les cailloux, et donc ils n'ont pas de statut moral. Mais une fois dans la communauté morale, ce que défend Nicolas Delon, c'est que les obligations ne sont pas forcément toujours les mêmes, selon les individus qu'on considère. Les obligations peuvent varier en fonction de plusieurs choses dont on parle dans la suite de l'entretien. Et donc ça, l'ensemble des obligations spécifiques qui sont dues à tel ou tel individu, ça va plus loin que la seule considérabilité morale. Ça détermine des statuts moraux qui peuvent être différents d'un individu à l'autre.
Et pour préciser, le statut moral, c'est vraiment, ça dépend du fait de compter directement pour soi-même, c'est-à-dire parce qu'on a des intérêts propres qui nous importent. Voilà, alors, les philosophes font aussi une distinction entre le statut moral direct et indirect. Statut moral indirect, l'exemple le plus connu dans l'histoire de la philosophie, c'est Kant qui disait qu'on avait des devoirs concernant les autres animaux, mais pas des devoirs envers les animaux directement. Donc les devoirs qu'on pourrait avoir concernant les animaux sont des devoirs qu'on a envers les uns les autres en tant que personne, mais pas envers les animaux eux-mêmes, parce que par exemple si on est cruel vis-à-vis des animaux, pour Kant, ça va encourager certains vices et ça va nous encourager à maltraiter nos congénères humains. Le statut moral direct, donc les gens qui font de l'éthique animale ou environnementale, normalement entendent statut moral comme statut moral direct, concerne les obligations qu'on a directement vis-à-vis des animaux, et pas indirectement en fonction des effets que nos actions pourraient avoir sur les autres êtres humains. D'accord. Et ce qui fait que d'autres personnes, les agents moraux, peuvent avoir des obligations envers des individus, donc qui ont un certain statut moral, c'est le fait que ces individus aient des intérêts, c'est ça ? Selon moi, oui. On trouvera des désaccords dans la littérature, encore une fois sans surprise, mais en un sens assez général d'intérêt, le statut moral, selon moi et beaucoup d'autres personnes qui font de l'éthique animale, dépend de cette notion d'intérêt. Voilà, donc les choses qui ne peuvent pas avoir d'intérêt ne peuvent pas avoir de statut moral. D'accord. Et après, une fois que on est dans la communauté morale des gens qui peuvent au moins, même un tout petit peu, compter moralement, qui ont un statut moral, il faut qu'on détermine, selon les intérêts de chaque individu, quelles sont les obligations qui en découlent. Exactement. Pour l'ensemble des personnes qui ont à avoir des comportements ou à prendre des décisions morales vis-à-vis de ces individus-là. C'est ça ? Exactement. D'accord. Eh ben, entrons un peu plus dans le détail vis-à-vis de cette question de ce qui peut faire qu'on a un statut moral, en fait. Ça dépend en général de capacités qu'on possède qui font qu'on a certains types d'intérêts, si je comprends bien les choses. Et donc, peut-être qu'on peut prendre certains des candidats en philosophie, en éthique, qui ont été considérés, qui sont défendus comme des capacités qui, justement, font qu'on peut compter moralement parce qu'elles donnent lieu à des intérêts. Quelles sont ces capacités-là, en fait ? Alors, donc vous avez raison de noter que traditionnellement, on a conçu le statut moral comme dépendant de ou étant fondé sur certaines capacités. Le terme plus général, ça pourrait être propriété ou caractéristique des entités en question. Et donc, traditionnellement, au moins depuis l'Antiquité grecque et romaine, on a considéré que la possession de la raison ou de capacités rationnelles était nécessaire et suffisante pour avoir un statut moral. Donc, les débats sur le végétarisme en Grèce ancienne tournent déjà autour de cette question, la question souvent étant mêlée à la question du langage. Donc, on pense généralement que être rationnel et avoir des capacités linguistiques vont de pair, et on retrouve ça beaucoup plus tard chez Descartes. Donc, raison et ou langage ont été traditionnellement conçus comme les capacités nécessaires et suffisantes pour avoir un statut moral, et on a généralement aussi considéré que seuls les êtres humains avaient ces capacités. La question de savoir si tous les êtres humains ont ces capacités est une question distincte, mais généralement on considérait que les êtres humains, parce qu'ils étaient rationnels et avaient le langage, contrairement aux autres animaux, étaient les seuls à avoir un statut moral. Les choses ont commencé à changer, généralement on considère pendant le XVIIIe siècle, avec l'avènement d'une plus grande sensibilité envers les animaux et du sentimentalisme en philosophie morale. En langue française, on a l'exemple de Rousseau, et en langue anglaise, on a l'exemple des Lumières écossaises avec Hume, Adam Smith, Hutcheson, Shaftesbury. L'idée étant que peut-être que les êtres humains, mais peut-être aussi les autres créatures, ont certaines capacités qui sont aussi pertinentes pour la formation de la communauté morale. Ça peut inclure la pitié selon Rousseau, ou ce que Hume et Smith appellent la sympathie, qui sont des sentiments moraux plutôt que des capacités purement cognitives. Je pense que c'est ça qu'a mené Bentham, qui d'une certaine façon réinventait la roue, mais qui l'a formulé de façon mémorable dans sa fameuse note de bas de page, dans l'introduction au principe de morale et de législation, où indirectement il lance des pierres dans le jardin de Kant et Descartes en disant que la question n'est pas de savoir si les animaux peuvent raisonner, pas de savoir s'ils peuvent parler, mais s'ils peuvent souffrir. Donc on revient sur cette idée qu'on trouve déjà chez Rousseau et ailleurs, que ce qui va compter c'est la sensibilité, donc la capacité d'avoir des expériences ou la capacité de souffrir pour la considération morale. Donc ça, c'est des critères traditionnels, donc la raison, le langage, la sensibilité, ou ce qu'aujourd'hui on appellerait la sentience.
Et on peut inclure sous la sentience pas seulement la capacité de souffrir, mais d'autres capacités affectives, les émotions, les sentiments et autres. On pourrait faire toute une autre liste de capacités cognitives qui sont soit nécessaires pour le statut moral, soit peuvent donner lieu à des variations de statut moral. Donc degré d'intelligence, capacité cognitive plus complexe, capacité de mémoire qu'on peut avoir, différents degrés de conscience, y compris conscience de soi et autres. Tout ça encore, ce seraient des capacités et ça pourrait faire varier le statut moral. On est d'accord que la sentience, ça a été un des critères presque fondateurs dans sa mise en avant par Singer de l'éthique animale. Oui. Faut pas s'appuyer sur des caractéristiques qui en fait sont le plus souvent restreintes aux humains et il faut plutôt prendre en compte ce critère qui fait qu'il y a beaucoup plus d'individus que ce qu'on pensait avant qui sont finalement qui comptent moralement, c'est ça? Alors oui, donc en réponse à la tradition rationaliste, notamment chez Descartes, qui considère que le statut moral, évidemment Descartes n'emploie pas ce terme et parle pas beaucoup d'éthique, mais la tradition donc anthropocentriste selon laquelle seuls les êtres humains, et peut-être tous les êtres humains, ont un statut moral, et que ça dépend soit de la raison, soit du langage ou des deux, on aurait pu avoir deux réponses différentes. L'une serait de montrer sur la base de faits empiriques que en fait il y a d'autres animaux qui sont capables de langage ou d'autres animaux qui sont capables de raison, et d'une certaine façon les débats dans l'Antiquité grecque et romaine étaient plutôt dans cette lignée, consistaient à montrer qu'en fait les animaux étaient plus semblables aux êtres humains que ce qu'on pensait. Là c'est une réponse possible. La réponse de Bentham et plus tard de Singer, c'est plutôt de dire que c'est pas la bonne question. C'est pas le critère pertinent la raison ou le langage, le critère pertinent c'est la sensibilité ou la sentience. Parce que ce qui compte quand on se demande comment traiter un autre être vivant, ou un animal en particulier, c'est de savoir comment nos actions vont l'affecter, et nos actions vont l'affecter en lui causant certaines expériences, et ce qui est pertinent pour savoir comment on va l'affecter selon cette dimension, c'est de savoir s'il a la capacité d'avoir des expériences. Avoir des capacités linguistiques ou la raison, ça peut rendre certaines expériences plus complexes, et ça pourra donc compter dans la façon dont on va déterminer comment traiter en particulier certains êtres, mais ce qui compte pour rentrer dans la communauté morale, donc pour la considération morale, ça va être de savoir si on peut être affecté ou non par nos actions, et donc si on peut être conscient ou sentient. D'accord, et c'est pour ça en fait que par rapport à ce que vous disiez qui semblait donner un paysage avec plein de critères différents qui peuvent faire varier le statut moral, en fait la sentience a été fondamentale parce que c'est la question de la considération, le fait même d'être dans la communauté morale, et après il y a beaucoup plus de choses à considérer pour tous les êtres qui sont dans la communauté morale, de choses qui peuvent faire varier le statut moral, c'est ça. C'est pas une façon de réfléchir, j'ai l'impression, à laquelle on est très habitué, de se dire une fois qu'on a un statut moral, en fait il peut y avoir différents statuts au sein même de ça, et peut-être que les capacités qu'on a peuvent faire varier en fait ce statut. Ouais, et je pense que c'est quelque chose que les gens manquent souvent dans leur lecture de Singer, c'est que si on prend le premier chapitre de La libération animale, tous les animaux sont égaux, Singer prend d'abord la différence entre une pierre et une souris, je crois. Et donc si sur le bord de la route, je donne un coup de pied dans une pierre, et si je tourmente une souris, il va y avoir des impacts différents sur ces deux êtres, et ce qui fait que l'une des actions semble moralement parfaitement neutre, taper dans une pierre, et l'autre moralement chargée, taper dans une souris, c'est que la souris a quelque chose que la pierre n'a pas, et ça, c'est la sentience. Mais Singer lui-même, peut-être moins dans La libération animale, mais dans le reste de ses travaux, considère que le statut moral peut varier au sens où on va traiter différents êtres différemment en fonction des capacités qu'ils ont. Donc savoir si on peut les tuer et les remplacer, à quel moment de leur vie on peut les tuer, ça va dépendre des capacités cognitives que ces êtres ont. Donc une fois qu'on a considéré que la sentience est le ticket pour la communauté morale, pour un utilitariste comme Singer, il y a encore plein d'autres questions à poser pour savoir comment traiter ces êtres, tout simplement parce qu'ils vont avoir des intérêts différents. Ces intérêts différents vont donner lieu à une valeur différente qui peut être contenue dans leur vie, et c'est ça qui compte pour un utilitariste comme Singer, c'est combien de valeurs on peut réaliser dans le monde, et donc c'est pertinent de savoir de quoi dépend cette valeur, et cette valeur peut dépendre des capacités cognitives de ces différents êtres. Donc une souris pourra avoir, en un sens, moins de valeur possible dans sa vie qu'un chimpanzé, parce qu'elle a des capacités cognitives, on peut présumer, en tout cas selon Singer, capacités cognitives moindres qu'un chimpanzé.
Et une chose qu'il défend justement aussi et qui est moins connue, c'est qu'il faisait une différence entre le fait d'être sentient et le fait d'être une personne. Et peut-être que ça vaut le coup de préciser justement, parce que être une personne au sens philosophique bien précis, ça correspond pas du tout à ce qu'on veut dire quand on parle d'une personne dans le langage courant en fait. Ça a un sens beaucoup plus technique et précis. Alors Singer, lui, dans les questions d'éthique pratique, je crois que c'est comme ça que le Practical Ethics a été traduit, donc distingue entre personne et non-personne. Ce qu'il appelle personne au sens moral, c'est un individu qui est capable de penser à son futur ou à son avenir. Ce qui présuppose, selon lui, une forme de conscience de soi, la capacité de concevoir son existence à travers le temps. Donc, la question est de savoir si, par exemple, une vache ou un cochon ou un poisson ont des intérêts qui, comme il dit, sont future directed. Orientés vers le futur. Voilà, orientés vers le futur. Si la poule a un intérêt à ne pas souffrir maintenant, mais si elle a aussi un intérêt à ce que certaines de ses préférences soient satisfaites demain, ou peut-être la semaine prochaine, ou le mois prochain, etc. Et donc, les animaux vont avoir différents degrés de connexion à leur avenir dans ce sens-là, et les personnes sont celles qui ont une sorte d'unité véritable dans leur connexion à leur moi, soit présent, et leur soit futur. Donc, généralement, ça va de pair avec être rationnel au sens philosophique traditionnel. Donc certains animaux, donc peut-être les cétacés, les grands singes et les éléphants et d'autres, sont des personnes, pour Singer et d'autres, mais il y a aussi certains êtres humains qui, en fonction de, ou à cause de leur handicaps mentaux, ou parce qu'ils sont dans un coma, ou dans des états de démence sévères, ne seront pas des personnes dans ce sens technique selon Singer. D'accord, donc c'est en ça que même défendre certaines obligations propres au fait d'être une personne n'était pas spéciste au moment où il l'a défendu, au sens où ça se recoupait pas exactement avec le fait d'être humain. Et une des différences morales importantes pour lui, c'est que les personnes sont non remplaçables et les non-personnes sont remplaçables. C'est-à-dire que il y a une perte significative quand on tue une personne de façon prématurée, qui n'est pas équivalente à la perte que pourrait subir une non-personne quand on la tue. Donc, en présumant, et je pense même que Singer n'est plus forcément d'accord avec ça, mais en présumant que les poulets sont remplaçables, c'est-à-dire que c'est pas des personnes, et qui vivent principalement dans le présent, si je tue un poulet aujourd'hui, sans lui causer de souffrance, et que je le remplace avec un poulet le lendemain, et que ces deux poulets ont des vies aussi agréables, il n'y a pas vraiment de perte du point de vue du monde ou de l'univers selon Singer. Mais si je tue une personne de façon prématurée, il y a une perte qui est non remplaçable parce que il y a certains des projets ou de préférences de cette personne qui vont être perdus ou non satisfaites pour toujours. Et si je la remplace avec une autre personne, ça va pas compenser cette perte. Donc la distinction entre personne et non personne est cruciale pour Singer quand il en vient à la question de savoir qui on peut tuer et quand on peut tuer. Et ça fait encore en fait l'objet de beaucoup de débats en éthique sur est-ce que c'est un critère pertinent, quelles obligations particulières ça pourrait créer. Enfin, il y a énormément de désaccords autour de cette question en fait, c'est ça. Voilà, en éthique animale, bien entendu, mais aussi sur des questions, et c'est pour ça que Singer a fait le plus controverse, à vrai dire, sur les questions de handicap, d'euthanasie, d'avortement, d'infanticide et autres. D'accord. Bon, alors là, on touche à un point assez controversé. Les implications que Peter Singer tire de la distinction entre personne et non-personne, et les arguments qu'il utilise pour tirer ses conclusions, ont reçu pas mal de critiques. Et certaines objections sont venues du champ des études du handicap, les Disability Studies. Elles ont alerté sur le risque qu'affirmer que les non-personnes n'ont pas d'intérêt à la vie, comme le fait Singer, risque fortement de renforcer l'oppression qu'ont à subir les humains en situation de handicap, qui doivent sans cesse réaffirmer la valeur de leur vie contre le système validiste qui leur attribue une moindre valeur justement. Il faudra vraiment qu'on revienne en détail sur ces questions dans un futur épisode de Comme un poisson dans l'eau. Mais en attendant, je vous recommande chaudement la lecture de Braves bêtes, Animalité et handicap, une cause commune, de Sunora Taylor, et en particulier le chapitre 12 qui parle de ce sujet en détail. Mais bref, tout ça pour dire que le critère d'être une personne occupe tout de même une place assez importante dans la littérature des dernières décennies en philosophie morale, mais qu'il y a énormément de désaccords et de débats très vifs. Et on n'avait pas le temps d'y entrer plus en détail dans cet entretien. Donc jusque-là, on a vu qu'en général, on considère que le statut moral dépend de propriétés individuelles, et les propriétés qui ont été considérées au fil du développement de la philosophie morale
sont certaines capacités rationnelles, le fait d'être une personne, au sens philosophique précis qu'on a donné, la sentience et l'agentivité. Ça, c'est la façon classique de réfléchir. Et un des apports des recherches de Nicolas Delon consiste à dire que le statut moral ne dépend en fait pas uniquement de ses propriétés individuelles. Et alors, c'est moins consensuel aussi que le critère de la sentience, mais vous défendez aussi l'idée que, justement, la sentience n'est pas la seule capacité qui implique un statut moral. Vous défendez que l'agentivité pourrait être un bon candidat, que le fait d'être un agent implique aussi qu'on peut nous causer du tort. Alors peut-être déjà, qu'est-ce que c'est cette capacité-là, l'agentivité ? Alors, en français, déjà, je trouve que c'est un terme assez disgracieux, donc c'est agency en anglais, et je pense que la meilleure traduction technique, ça reste agentivité. C'est, de façon, assez rudimentaire, la capacité d'avoir des comportements intentionnels. Donc ça, c'est une première définition qu'on pourrait avoir. Capacité qu'une entité a de se comporter de façon intentionnelle. Donc elle va avoir certaines fins, certains buts, certains désirs, certaines préférences qui peuvent être satisfaites, et ces comportements vont être organisés de façon à atteindre ses fins, ses buts, et satisfaire ses préférences et ses désirs. Donc par exemple, je préfère manger à ce moment-là, j'ai pas envie de souffrir, j'ai envie d'aller vers la lumière. Toutes ces choses-là, c'est des préférences qui s'expriment dans des comportements. Et préférences et désirs, voilà, et en combinaison avec certaines croyances ou représentations du monde, comment on pense que le monde est, on va pouvoir organiser son comportement de façon à satisfaire ses préférences et ses désirs. Voilà une définition assez abstraite mais simple de l'agentivité. Et au cours des dernières années, j'ai commencé à penser de plus en plus, c'est pas seulement que, et ça je suis pas seul sur la question, à penser que l'agentivité peut aussi être une source d'intérêt, et peut soit augmenter le statut moral, ou amplifier le statut moral, être une sorte d'autre perspective sur le statut moral que tous les êtres sentients pourraient avoir. Tous les agents donc seraient au moins des êtres sentients, et on pourrait en plus de leur sentience considérer leur agentivité comme étant pertinente pour les traiter de certaines façons. Si on pense par exemple que les agents ont un intérêt à être libres, ça va avoir des implications particulières pour la captivité animale, les zoos, les aquariums, les animaux de compagnie, etc. C'est-à-dire, pour préciser, que non seulement il ne faudrait pas faire souffrir l'individu en tant qu'il est sentient, mais aussi il ne faudrait pas frustrer en fait ses préférences, voilà, ou restreindre ses capacités d'expression, de choix, de liberté. Exactement. Donc ça c'est relativement non controversé. Ce qui est plus controversé dans la position que j'ai développée récemment, c'est que peut-être il existe, ou en tout cas on peut supposer théoriquement qu'il pourrait exister des êtres qui ne sont pas sentients, où on a des raisons suffisamment fortes de douter qu'ils pourraient être sentients, mais peut-être qu'ils sont quand même des agents. Et moi, ce que je veux défendre, c'est que l'idée que être un agent, ça peut être suffisant. Peut-être c'est pas nécessaire, mais c'est suffisant pour être moralement considérable. Donc on aurait deux sources distinctes de considération morale, deux tickets distincts pour entrer dans la communauté morale, la sentience d'un côté et l'agentivité de l'autre. Il se peut que la plupart des êtres qui ont un statut moral, donc qui sont moralement considérables, seront les deux. Que la plupart des êtres sentients ont un degré d'agentivité, ça me paraît tout à fait vraisemblable, et que la plupart des agents ont aussi la sentience. Ce serait surprenant que ces choses soient complètement distinctes. Mais je pense qu'il y a une source indépendante. Quels êtres en particulier existent qui sont des agents non sentients? Ça reste une question ouverte. Dans un des papiers en cours que j'ai, je défends l'idée qu'il est possible qu'il y ait certains invertébrés, peut-être beaucoup d'insectes, qui seraient non sentients, ou pour lesquels on n'aurait pas des raisons suffisantes de considérer qu'ils sont sentients. Et donc, l'argument que je développe, c'est que même s'ils ne le sont pas si grave que ça, parce qu'on a des bonnes raisons de considérer qu'ils ont un degré d'agentivité qui compte, et donc même si on n'a pas des raisons suffisantes de les considérer comme des êtres sensibles ou sentients, on a des raisons suffisantes de considérer qu'ils ont un statut moral, parce qu'ils ont un degré d'agentivité. Donc, entre guillemets, ce serait plus facile, selon vous, d'être un agent que d'être un être sentient. Oui. Ça fait que ça inclut un plus grand nombre d'individus, et donc potentiellement même des individus dont on doute de leur sentience. On peut déjà observer des comportements agentifs, en fait. Voilà. Alors, ce serait une mauvaise nouvelle, en fait. Une mauvaise nouvelle pour qui? Eh ben, ça veut dire qu'il y a d'autant plus d'individus dont les intérêts sont frustrés et oui, qui souffrent pas, mais qui subissent des torts. Voilà. Donc la conjecture que je développe dans le papier, c'est que l'agentivité
fait apparition dans l'évolution avant la sentience. Entre l'apparition de la vie sur Terre, et peut-être dans l'univers, et le développement de la conscience ou de la sentience, s'est développée une forme d'agentivité chez des êtres très vraisemblablement invertébrés, et de là est née la sentience. Mais ce que je veux défendre, c'est l'idée qu'il y a peut-être eu une fenêtre dans ces êtres invertébrés où ils étaient déjà des agents, ils perçoivent le monde de façon non consciente, et l'idée que je défends, c'est que c'est déjà suffisant pour avoir certains intérêts. Si c'est vraisemblable, il est possible qu'il y ait certaines branches de l'évolution où se sont développés des intérêts sans la sentience, mais avec certains degrés d'agentivité. Et donc si c'est le cas, il est possible qu'il y ait bien plus d'êtres moralement considérables que seulement les êtres sentients. Et alors c'est quoi le type d'intérêt spécifique qui émerge de l'agentivité? Parce que vraiment j'ai fait le test, j'en ai parlé à quelques personnes de votre thèse, et la plupart du temps le retour c'était que les personnes ne comprenaient pas, arrivaient même pas à s'imaginer en quoi on pourrait avoir des intérêts sans en avoir conscience. Pour eux ça marchait pas en fait, dans leur tête, on n'arrivait même pas à s'imaginer à quoi ça ressemblerait en fait. C'est probablement l'objection que je reçois le plus, que un agent qui, en gros, ne peut pas se soucier de ce qui lui arrive parce qu'il n'est pas conscient de ce qui lui arrive, n'a pas encore d'intérêt. C'est pour ça que je disais que la première idée que j'ai développée, et que j'étais pas le seul à développer, que l'agentivité est pertinente pour le statut moral, était relativement non controversée, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il y a une grosse coïncidence entre la sentience et l'agentivité. Et qu'une fois qu'on est sentient, on a aussi des intérêts propres à l'agentivité, mais voilà. Que c'est conditionnalisé au fait d'être sentient quand même. Exactement, et c'est facile de comprendre pourquoi, par exemple, être enfermé dans une cage, c'est mauvais pour les êtres sentients, parce qu'ils sont conscients d'être enfermés dans une cage, où ils sont conscients de leur privation de liberté, et ça frustre certains de leurs intérêts de façon consciente. Donc l'objection à la position que j'ai développée le plus récemment, que je reçois le plus souvent, c'est bien que si on n'est pas conscient, on n'a pas encore d'intérêt, même si on est déjà un agent. Mais donc, ce qui est nécessaire pour être un sujet de statut moral, c'est d'avoir un bien-être ou des intérêts. Ce qu'en anglais, on appelle un welfare subject, on est un sujet de bien-être. Et je veux développer l'idée qu'il y a plein de théories tout à fait vraisemblables, et encore sur la table, de théories du bien-être, qui ne présupposent pas qu'on ait besoin d'une expérience pour que certaines choses affectent notre bien-être. Pour être sûr de bien comprendre, ce que vous dites, c'est que une des choses qui peut être dans notre intérêt, c'est que nos préférences ou nos désirs soient satisfaits indépendamment du plaisir au sens d'expérience vécue positive que ça nous apporte. Exactement. C'est ça, même si ça nous apportait aucun plaisir, si ça nous fait un état neutre au sens des états sentients, ça pourrait quand même être quelque chose qui va dans le sens de notre bien-être. Exactement. L'idée, selon moi, relativement intuitive que j'essaye de défendre dans le papier, c'est que si les êtres veulent des choses et qu'ils se comportent de façon intentionnelle et flexible, donc ils apprennent de l'environnement et ils changent leur comportement en fonction de ce qu'ils ont appris de leur environnement, et que ce comportement semble refléter certaines choses qu'ils préfèrent, certaines choses qu'ils désirent, certaines choses qu'ils veulent, et si on observe ces comportements chez des êtres qui sont peu probablement ou certainement pas sentients, ça soulève quand même une question intéressante. Pourquoi ils prendraient la peine d'apprendre des choses sur l'environnement et modifieraient leur comportement en fonction de ce qu'ils apprennent si ils n'avaient pas certains intérêts que leur comportement peuvent satisfaire ou non satisfaire? Peut-être que c'est des intérêts de façon beaucoup plus rudimentaires que les intérêts que des êtres conscients ont. Je suis tout à fait à l'aise avec cette idée que peut-être les intérêts qu'on va découvrir chez des êtres non sentients mais qui sont des agents sont très rudimentaires, mais ça reste des intérêts. On précise bien que le statut là de cette hypothèse, c'est une nouvelle hypothèse qui émerge ces dernières années, développée par vous et par quelques personnes, mais très peu de philosophes pour le moment. C'est à l'état d'hypothèse et ça n'a rien à voir avec le côté très établi du critère de la sentience, où ça fait plusieurs décennies que c'est un critère qui est considéré comme un excellent candidat pour la considérabilité morale. Et loin de moi l'idée de défendre la thèse selon laquelle la sentience ne serait pas pertinente pour le statut moral. Je considère toujours que c'est un critère suffisant. Alors c'était une autre question que j'avais. Ces différents statuts là que vous mettez en avant, ces différentes caractéristiques, le fait d'être une personne, d'être sentient, d'être un agent,
en fait, il n'y a rien d'incompatible entre ces différentes caractéristiques ou de mutuellement exclusif. Non, et comme j'explique, ces choses se recoupent assez largement dans l'évolution. Oui. Il est extrêmement vraisemblable que la plupart des animaux qui auront un statut moral seront à la fois des agents et des êtres sentients, même si beaucoup d'animaux ne seront peut-être pas au sens de Singer des personnes. Et évidemment, toutes les personnes sont probablement, en tout cas pour le moment, à la fois des agents et sentients. Oui. Et est-ce que l'implication, c'est que finalement, il y a une hiérarchie du coup entre différents statuts moraux selon combien de cases on coche parmi ces caractéristiques qui peuvent être source de statut moral. Si on est à la fois un agent et sentient et une personne, jackpot, on a beaucoup plus de droits que les gens qui sont entre guillemets que des agents par exemple. J'ai jamais été très à l'aise avec cette idée de hiérarchie. Peut-être que au bout du compte, c'est une conclusion que je devrais accepter. Il y a des variations. Moi, j'appelle ça des variations contextuelles. Évidemment que il suit de tout cela qu'on va avoir des obligations plus nombreuses et peut-être plus fortes envers les êtres qui sont des personnes et sentients et des agents, parce qu'ils ont une plus grande gamme d'intérêts. Et certains de ces intérêts vont être plus forts que les intérêts rudimentaires d'êtres non sentients et agents. Est-ce que ça mène à une hiérarchie ? Peut-être. C'est pas une hiérarchie de la valeur de ces vies. Ce qui compte en fait, c'est surtout quels sont les intérêts qu'a tel individu et du coup quelles sont les obligations impliquées par la présence de ces intérêts qui font qu'on doit les prendre en compte moralement. Voilà. Et donc certains animaux domestiques vont avoir des intérêts que des animaux sauvages n'ont pas. On pourrait se dire que ça donne lieu à une hiérarchie et qu'on a des obligations plus fortes envers les animaux domestiques que les animaux sauvages. Mais on pourrait aussi considérer que les animaux sauvages ont des intérêts que les animaux domestiques n'ont pas, et on va juste avoir des statuts moraux différents parce qu'il y a des intérêts différents. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une hiérarchie entre ces différentes catégories. D'accord. Par exemple, les animaux qu'on dit de compagnie, c'est-à-dire qui vivent avec nous, qui font partie de la famille, ont très certainement des intérêts qui émergent de cette relation particulière. Et notamment l'intérêt que la relation puisse se poursuivre, qu'on continue à leur prodiguer des soins, à leur donner des opportunités d'épanouissement. Et les chiens, tout particulièrement, semblent requérir de forger des relations avec des humains pour s'épanouir, en conséquence de la dépendance entraînée par leur domestication. Et c'est ce contexte de domestication et les relations particulières forgées avec les chiens qui justifient peut-être des obligations particulières envers eux. Alors, on dézoome encore plus, parce que jusque-là, on a réfléchi en termes de quelles sont les caractéristiques individuelles qui peuvent être source de valeur morale, de statut moral. Et en fait, vous êtes aussi critique de ce cadre-là, parce que le titre de votre thèse est une théorie contextuelle du statut moral des animaux, et dans celle-ci, vous défendez que le contexte, en fait, est aussi très important à prendre en compte quand on réfléchit au statut moral des individus, et en particulier, vous critiquez donc ce cadre-là que vous appelez l'individualisme moral, cette idée qu'il faut partir des caractéristiques individuelles de chaque individu, et que c'est ces caractéristiques-là qui peuvent être seules sources de valeur morale. Vous êtes critique par rapport à ça? L'idée centrale de ma thèse, finie il y a bientôt 10 ans, était inspirée en grande partie par une philosophe américaine, Claire Palmer, auteure du livre Animal Ethics in Context, où elle défend l'idée que les animaux domestiques vont avoir des droits, ou on va avoir des obligations envers eux, qu'on n'a pas envers des animaux sauvages, en général, et que ce qui détermine cette différence, c'est le type de relation qu'on a avec eux plutôt qu'une différence de capacité, strictement parlé. Il y a plein d'autres éthiques relationnelles dont je m'inspirais à l'époque, les éthiques du care, écoféministes, certains Wittgensteiniens comme Cora Diamond, et pendant l'écriture de ma thèse est arrivé aussi le travail de Sue Donaldson et Will Kymlicka dans leur théorie politique des droits des animaux. Donc on a toute une famille, une constellation, on va dire, d'auteurs qui, sur des bases différentes, défendent l'idée que le statut moral des animaux ne dépend pas que de leur capacité, mais aussi du type de relation qu'on a avec eux. Il n'y avait rien d'extrêmement nouveau dans cette idée générale, même si c'est le centre de ma thèse. Ce que je fais, probablement le plus original dans la thèse, c'est défendre un cadre théorique beaucoup plus rigoureux pour expliquer comment ça se passe, tout ça. Donc, grosse pierre dans le jardin de ce qu'on appelle l'individualisme moral, qui est la théorie soit explicite, mais le plus souvent implicite dans la plupart de l'éthique animale, qui considère que le statut moral ne dépend que de capacités que les individus, en tant qu'individus, ont, et non des relations qu'ils ont.
Les relations peuvent être pertinentes pour affecter certaines obligations qu'on peut avoir, mais en fait c'est pas vraiment pertinent pour le statut moral. C'est plus que ça donne des obligations spéciales. Donc par exemple, les individualistes moraux vont dire différents êtres ont différents intérêts en fonction de leurs capacités, des complexités en particulier des capacités émotionnelles, sociales et cognitives qu'ils peuvent avoir. C'est pas incompatible avec l'idée que par exemple on a aussi des obligations plus fortes envers nos animaux de compagnie, ou les membres de notre famille, ou nos compatriotes, ou nos amis, etc. Mais ces obligations-là sont des obligations qu'on appelle associatives ou spéciales, c'est pas des obligations qui ont trait au statut moral. C'est des exceptions en fait. Voilà. Où on rajoute ça après aux obligations universelles qui sont dues à tous les individus qui ont un statut moral. Exactement, voilà, les universels, c'est ça. Le statut moral, c'est une zone préservée, universelle et purement impartiale qui dépend strictement des capacités. Et autour de cette zone universelle, il y a des constellations de devoirs spéciaux qui vont dépendre des degrés de connexion qu'on a vis-à-vis de certains groupes ou individus. Et donc moi, la thèse que je voulais défendre, c'est que non, ces obligations ne sont pas que des obligations spéciales, sont aussi des obligations qui doivent être reconnues comme ayant trait au statut moral. Et donc ce qu'on appelle des obligations spéciales sont pas juste des choses qu'on rajoute à la fin, mais des choses qu'on doit reconnaître. Le fait qu'on ait des obligations particulières envers les chats et les chiens qui vivent avec nous, c'est pas seulement une zone d'obligation que les partenaires de ces chats et chiens ont, sont des obligations qu'on doit reconnaître de façon impartiale et universelle. Les chats et les chiens ont un statut moral spécial pour tout le monde, y compris pour les gens qui aiment pas les chats et les chiens. C'est ça l'idée. Tout comme les enfants ont un statut moral spécial, y compris pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Donc les obligations sont plus seulement des obligations qui vont concerner les parents ou les compagnons de chats et de chiens, mais concerner la communauté morale ou la communauté des agents moraux dans leur ensemble. Oui, et la raison pour ça, c'est en fait, selon vous, que justement, en fait, pour déterminer les intérêts, on n'a pas les mêmes intérêts selon le contexte dans lequel on se trouve, selon les relations qu'on a, qu'en fait, certains types de relations peuvent faire naître de nouveaux types d'intérêts, et donc c'est au nom de ces nouveaux intérêts que ça fait varier en fait notre statut moral. Donc c'est directement sur le statut moral, sur les obligations qu'on a envers un individu, qu'il faut prendre en compte justement le contexte et les relations dans lesquelles cet individu est tissé en fait. Exactement. Donc en fait on utilise un des présupposés de l'individualisme moral qui est que le statut moral dépend des intérêts. Intérêt à ne pas souffrir, intérêt à continuer sa vie, à vivre sa propre vie, à exercer son autonomie, etc. Et ce que j'explique, c'est que différentes catégories d'animaux vont avoir des intérêts différents. Ce que ça veut dire de mener une vie bonne pour une vache ou un cochon, un chat, un chien, une baleine, une biche, ça va être des choses complètement différentes. Pas seulement en vertu des capacités qu'ils ont, mais aussi en fonction du type de contexte social ou écologique dans lequel ils ont évolué. Donc les chats et les chiens ont des intérêts différents tout simplement, des vaches et des cochons qui eux-mêmes ont des intérêts différents, des ratons laveurs et des biches. Et donc si on revient à ce présupposé central que le statut moral dépend des intérêts, on est forcé de reconnaître que le statut moral va devoir dépendre d'intérêts qui ne sont pas déterminés strictement par les capacités cognitives, mais aussi par le contexte social ou environnemental. Oui, vous écrivez « Les torts qui peuvent être faits à un individu dépendent de l'articulation entre les capacités de cet individu et du contexte dans lequel ces capacités lui permettent de s'épanouir. » Exactement. C'est les deux à la fois qui s'influencent pour déterminer quel tort on peut causer à un individu. Voilà, il y a une interaction contextuelle entre ces différentes relations ou environnements et les capacités elles-mêmes. Un fait qui permet de bien comprendre à quel point le contexte est important pour déterminer comment on doit traiter un individu, c'est le fait qu'on est tous vulnérables. Être vulnérable, c'est être plus susceptible de subir des préjudices ou des torts que d'autres. On est tous plus ou moins vulnérables tout au long de notre vie, ne serait-ce qu'au début, quand on est bébé, puis enfant, et souvent vers la fin, quand on perd en autonomie physique et mentale. On redevient plus vulnérable, on peut plus facilement nous nuire, nous porter préjudice. Mais la vulnérabilité, elle ne dépend pas que des capacités qu'on appelle intrinsèques, c'est-à-dire qui restent inchangées dans tous les contextes. Au contraire, elle varie beaucoup selon l'environnement, et notamment l'environnement social, qui est plus ou moins protecteur, qui favorise ou au contraire empêche notre autonomie. Donc la vulnérabilité dépend aussi de propriétés qu'on dit extrinsèques, c'est-à-dire qui changent en fonction du contexte, de l'environnement et des relations dans lesquelles on se trouve.
façon assez claire, si on est un être humain, on a une vulnérabilité universelle parce qu'on a un corps, nos cellules et notre organisme vont se dégrader, on va tous à un moment ou à un autre développer certaines maladies, certaines faiblesses, certains handicaps, mais il y a aussi un aspect contextuel à ça. Si on vit dans des zones de conflit, on est plus vulnérable à certains types de torts que si on vit à Paris ou à New York. Si on vit dans des zones au niveau de la mer, dans certains pays, on va être plus sujet aux torts que pourrait causer le réchauffement climatique et la montée des eaux que si on vit dans des zones plus élevées et plus affluentes. Donc il y a plein de facteurs contextuels qui vont affecter la vulnérabilité de cette façon, et la même chose est vraie de certaines espèces animales qui vont être plus vulnérables que d'autres, pas seulement en fonction de leur capacité, mais en fonction de là où elles ont tendance à vivre. Donc si, par exemple, on fait partie d'une espèce animale qui a tendance à se rassembler autour des routes ou autour de certaines infrastructures humaines, on va être sujet à plus de dangers que des animaux qui ont tendance à vivre loin des habitations ou des infrastructures humaines. Donc on va être plus sujet aux accidents de la route, par exemple, plus sujet aux électrocutions, plus sujet à des formes de contrôle et d'extermination que d'autres animaux. Donc on voit bien que la vulnérabilité, donc la tendance ou la disposition à être exploité ou sujet à d'autres torts, va dépendre pas seulement de ses capacités, mais aussi du type de contexte dans lequel on vit. Et notamment les contextes sociaux, et là dans les relations entre les humains et les autres animaux, en fait, les humains peuvent rendre des catégories d'animaux plus vulnérables, voire beaucoup plus vulnérables, sans changer les caractéristiques individuelles des animaux, mais juste justement en construisant un contexte qui fait que c'est beaucoup plus facile de leur porter préjudice. Et par exemple, c'est le cas d'un très grand nombre d'animaux qu'on a rendus extrêmement vulnérables lorsqu'on les a domestiqués. Voilà. Alors, il n'y a pas une indépendance parfaite, évidemment, entre les capacités intrinsèque et la disposition extrinsèque, en quoi consiste la vulnérabilité. Ces choses vont aller de pair souvent, et donc les capacités qu'on a vont influencer la vulnérabilité, et la vulnérabilité au cours de son histoire sociale ou de son évolution biologique va aussi influencer les capacités qu'on a. Donc on peut aussi dire que les capacités intrinsèques des animaux domestiques sont en grande partie le résultat d'une vulnérabilité développée au cours des millénaires de domestication, tout simplement parce que la domestication a rendu ces animaux dépendants. Et qu'on les a sélectionnés aussi génétiquement sur la base d'un certain nombre de traits, dont l'un est la docilité. C'est ça. Donc en fait, on les a rendus vulnérables, même intrinsèquement. On a changé leurs caractéristiques individuelles au fil de la sélection génétique pour les rendre plus asservis, en fait. Exactement. Donc au bout d'un moment, la vulnérabilité, elle devient codée de façon intrinsèque, mais ça veut pas dire que le contexte lui-même, indépendamment de cette évolution biologique, n'a pas d'influence là-dessus. Tout simplement parce qu'il y a des formes de dépendance qui peuvent être acquises et apprises, indépendamment du phénotype particulier de ces animaux. Les chats et les chiens qu'on adopte, les chats et les chiens qu'on abandonne, qu'on laisse dans la rue, les pigeons et les canards qu'on nourrit, vont développer, indépendamment de leur capacité intrinsèque, certaines formes de dépendance vis-à-vis des êtres humains qui vont parfois augmenter leur vulnérabilité. Pour certains animaux, ça peut se jouer à leur détriment, pour d'autres, ça peut se jouer à leur avantage, mais ça peut affecter, dans les deux cas, leur vulnérabilité. Un exemple que vous donnez pour essayer de rendre ça encore plus concret, c'est les chats qui chassent en Amérique du Nord. En fait, il y a plus de vulnérabilité de leurs proies là-bas, parce que leurs proies ne sont pas habituées à les fuir, à la différence peut-être d'autres contextes. Et vous dites donc, finalement, ça crée un contexte beaucoup plus de plus grande vulnérabilité pour les proies des chats quand on les laisse sortir et aller chasser en Amérique du Nord qu'ailleurs. Oui, alors ça, c'est un bon exemple pour montrer que c'est une disposition extrinsèque et pas purement intrinsèque, parce que jusqu'à l'arrivée des chats avec les colons en Amérique du Nord, à supposer qu'il n'y ait donc pas eu de changement significatif dans la composition génétique de leurs proies, des oiseaux en particulier, il n'y a pas de raison de penser que, avec l'arrivée des chats, les dispositions intrinsèques de ces oiseaux ont changé. Donc, la seule chose qui a changé, c'est quelque chose d'extrinsèque. C'est le contexte. Il y a des nouveaux animaux, des nouveaux prédateurs qui sont arrivés sur le continent avec les colons. Donc c'est quelque chose de purement extrinsèque, mais pour autant, la vulnérabilité des oiseaux a changé avec l'arrivée de ces nouveaux prédateurs. Donc ça montre bien qu'il y a une vulnérabilité augmentée en fonction d'un facteur qui est purement extrinsèque et qui n'a rien à voir avec la composition génétique ou intrinsèque en général de ces oiseaux.
Parce que l'évolution, ça prend du temps. Ces animaux n'avaient pas encore développé des réactions codées génétiquement de défense vis-à-vis de ces prédateurs, capables de les attraper dans les buissons, de grimper aux arbres, etc. Et donc, les oiseaux en Amérique du Nord, en tout cas, encore aujourd'hui, je pense, sont plus vulnérables à la prédation féline que les oiseaux équivalents ou comparables ne le sont en Europe, où ils ont eu plus de temps à s'habituer à ça. D'accord. Et pour reboucler donc sur la question de quel impact ça a selon vous sur le statut moral, en fait c'est le fait que la vulnérabilité crée des formes d'obligations relationnelles du coup. Si on rend des individus vulnérables, si on crée un certain type de relation qui les rend dépendants de nous, par exemple humains, ça crée en retour un certain nombre d'obligations qui sont propres à cette relation-là, c'est ça ? Exactement. Donc, si la vulnérabilité est créée par des facteurs purement environnementaux, indépendamment de la responsabilité humaine, c'est pas du tout clair que ça va créer des obligations supplémentaires de la part des humains, mais pour en venir au cas des chats et des oiseaux, ce qui est intéressant, c'est que les chats dépendent de nous en grande partie, ils sont devenus dépendants, et ça a créé chez nous des obligations qu'on n'a pas envers les autres félins sauvages, qui pourraient avoir des capacités parfaitement comparables. Donc il y a quelque chose d'extrinsèque qui donne lieu à ces obligations, mais les oiseaux qui constituent les proies de ces chats sont eux-mêmes vulnérables à la suite de comportements humains. Donc on peut aussi considérer que même si ce sont des oiseaux sauvages et non domestiques, on a certaines obligations de les aider et de les protéger contre la prédation féline, parce que leur vulnérabilité dépend de certaines actions humaines. Donc ça montre bien aussi que les variations de statut moral vont pas seulement dépendre de catégories assez crues comme domestiques et sauvages, parce qu'on va avoir plein d'obligations spéciales envers des animaux sauvages dont la vulnérabilité peut avoir été causée par les comportements humains. Introduction de nouvelles espèces, le réchauffement climatique, destruction d'habitats, etc. Et oui, les incendies au Canada ou en Australie, en fait, qui ont une cause humaine indirecte du fait du réchauffement climatique, mais qui du coup tuent et rendent vulnérables énormément d'individus d'autres espèces que nous. Et pareil, en fait, voilà. On a un impact indirect et donc peut-être une forme de responsabilité, d'obligation propre vis-à-vis de ces individus-là. Exactement. Donc, une des différences, par exemple, par rapport à Thompson et Kymlicka ou Palmer dans ma position, je pense qu'on a des obligations qui vont beaucoup plus loin envers les animaux sauvages qu'ils ne le pensent eux. Je pense qu'on a des obligations envers les animaux sauvages, liées au statut moral intrinsèque ou universel que tous les animaux, en vertu de leur sentience, ont. Ils pensent qu'on peut avoir certaines obligations spéciales envers, ou positives, disent, donc supplémentaires, des obligations d'assistance, notamment, envers certains animaux sauvages, quand il est très clair qu'ils dépendent de nous ou qu'on a causé leur vulnérabilité. Mais je pense que ça va s'étendre plus loin que ce qu'on a reconnu jusqu'ici. Une catégorie d'animaux sauvages dont j'ai le plus parlé, c'est les animaux urbains ou suburbains, donc les animaux qui vivent dans les zones urbaines et suburbaines, qui sont des animaux sauvages, mais envers lesquels je pense qu'on a des obligations non seulement négatives, donc des obligations de ne pas leur causer tort, mais aussi des obligations positives, des obligations de les aider, de les sauveter, de les assister, etc. J'ai l'impression qu'une objection qu'on pourrait faire à un peu tous les types d'éthique relationnelle dont vous avez parlé, à la fois votre théorie, celle de Donaldson et Kymlicka, celle de Palmer, toutes les éthiques qui disent que le statut moral va varier selon les relations qu'on forme avec les individus, c'est peut-être qu'on perd en fait l'impartialité et l'égalitarisme qui faisait justement finalement toute la valeur de l'individualisme moral qui a été quand même au fondement de l'éthique animale avec Peter Singer et Tom Regan. Est-ce que c'est quelque chose qu'on perd selon vous avec votre théorie, l'impartialité et l'égalitarisme ? J'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'on gagne autre chose à la place, mais donc un des principes que je défends dans ma thèse, c'est ce que j'appelle un principe de partialité raisonnable. Donc l'idée étant qu'on va avoir des obligations plus fortes ou différentes en tout cas envers certaines catégories d'animaux, donc en particulier les animaux domestiques en général et les animaux de compagnie en particulier, et peut-être certaines autres catégories d'animaux, qu'on n'a pas envers des animaux sauvages qui ne dépendent pas de nous de façon significative. Donc c'est une forme de partialité. On va accorder plus de notre attention et peut-être de nos ressources à certaines catégories d'animaux que à d'autres catégories d'animaux. C'est une forme de partialité au sens où on ne prend pas en compte avec la même priorité les intérêts de tous les êtres sentients qui existent. Mais j'appelle ça un principe de partialité raisonnable parce que je considère qu'il peut être justifié de au moins deux points de vue.
le point de vue des agents moraux eux-mêmes, donc nous-mêmes, les êtres humains, et du point de vue des autres animaux qui dépendent de nous, qui sont concernés par ce principe. Donc, du point de vue des êtres humains, je considère que avoir ces formes de relations particulières avec certains êtres, y compris non humains, est un élément essentiel d'une bonne vie humaine. On a besoin de relations avec des êtres chers, et ces êtres chers peuvent inclure des êtres non humains. En fait, ça constitue notre bonheur, notre bien-être, et aussi constitué par le fait d'avoir des relations spécifiques, particulières, d'amour, d'amitié familiale avec certains individus envers qui c'est ok d'avoir des obligations particulières ou de faire preuve d'une certaine forme de favoritisme, en fait, c'est ça. Voilà, donc on peut pas considérer que toutes nos obligations vont être déterminées strictement par les considérations impartiales qu'on peut avoir. Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment important de distinguer, comme on l'a fait au début, la considération morale et le statut moral, parce que je considère pas que la considération morale va varier selon toutes ces dimensions qu'on a explorées jusqu'ici. La considération morale, elle va dépendre de certains facteurs, sentience et ou agentivité probablement, et une fois qu'on est rentré, on n'en sort plus et il n'y a plus d'autres questions à poser. Il reste plein de questions à poser quand il s'agit du statut moral, parce que le statut moral, ça concerne nos obligations directes, et nos obligations directes, elles dépendent des intérêts. Et les intérêts eux-mêmes vont changer selon les contextes. Mais on est d'accord, on a bien des obligations de base qui s'imposent pour tous les individus qui ont un statut moral, même oui. Peu importe comment est ce statut moral, mais indépendamment des relations qu'on peut avoir avec eux. Voilà. On a au moins, on ne doit pas torturer, tuer, restreindre la liberté de tous les individus qui ont une forme de envers qui on doit avoir une forme de considération morale. Exactement, et très vraisemblable que nos obligations les plus importantes soient ces obligations négatives, de ne pas causer du tort, donc de ne pas tuer, de ne pas faire souffrir, de ne pas torturer, de ne pas exploiter, de ne pas emprisonner, etc. Les êtres qui ont ce statut moral de base ou fondamental, qui est strictement impartial. Et donc on va avoir ces mêmes obligations envers les animaux domestiques, les animaux sauvages, les animaux liminaires ou les animaux urbains, et donc on n'a pas d'obligation plus forte de ne pas tuer les chats et les chiens que les vaches et les cochons, ou que les ratons laveurs et les biches, ou les éléphants, les poissons et tous les autres animaux qui ne dépendent pas de nous directement. Donc, ces obligations de base vont être les mêmes. Ouais, c'est une précision importante, parce que justement, une autre objection que j'avais, c'est que ce type de théorie-là pourrait finalement être utilisé pour dire « Ah bah, entre humains, on a certains types de relations qui nous relient à l'humanité, et donc en tant qu'on a des relations particulières, ça justifie qu'on a plus d'obligations entre nous qu'avec le reste des animaux, qu'avec les animaux d'autres espèces. Et donc en fait, ça pourrait être utilisé, ça l'a été de fait par plein de philosophes en fait dans la littérature, pour dire que du coup les humains ont un statut moral supérieur, et pour justifier le spécisme en fait. Voilà, et ça je pense que c'est juste une mauvaise interprétation de ce que veut dire le statut moral. Évidemment qu'on a des obligations envers les autres êtres humains qu'on n'a pas envers les autres animaux, tout simplement parce que les êtres humains ont en général des intérêts que en général les autres animaux n'ont pas. Et donc en fonction de ces intérêts, il va y avoir différentes obligations. Donc les êtres humains, pour la plupart, vont avoir un statut moral différent des autres espèces. Mais tout simplement, les autres espèces vont avoir leur propre statut moral, et peut-être que certaines catégories au sein de ces espèces vont elles-mêmes avoir un statut moral différent que d'autres membres de la même espèce, selon ma position, en fonction du contexte qu'ils ont, et selon la liste morale, en fonction des capacités que les différents individus peuvent avoir au sein de la même espèce. Mais il n'y a rien de choquant là-dedans, donc à supposer qu'on peut avoir des obligations différentes envers des membres de différentes espèces. Ça veut pas dire que les êtres humains, tous, et à la différence de tous les autres animaux, ont un statut moral supérieur. Ça, c'est tirer une conclusion qu'on peut pas tirer de la première partie de ce raisonnement. C'est juste que les êtres humains vont avoir des intérêts que les autres animaux n'ont pas, tout comme les autres animaux vont avoir des intérêts que les membres d'autres espèces n'ont pas. C'est juste une différence d'intérêt. Oui, et puis si on regarde les relations, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas regarder l'espèce, parce que ça n'a pas de pertinence en soi. Ce qui compte, c'est les caractéristiques, mais aussi le contexte. Et donc, si par exemple, on est dans des formes de communautés interspécifiques, donc entre individus de différentes espèces, bah là, ça peut donner lieu à des relations qui donnent lieu à des obligations particulières. Si on vit avec des chiens, des chats, si on est dans des refuges où on prend soin d'animaux d'autres espèces encore rescapés de l'élevage, là, ça peut donner lieu à des formes d'obligations particulières qui dépendent du type de relation qu'on a forgé, en fait. Oui. Donc oui, ça va dépendre exactement du type de relation.
Et ça peut aussi dépendre du type de capacité que ces animaux ont, les deux. Pour en venir à la différence entre humains et non humains, c'est parfaitement compréhensible que les êtres humains, et peut-être pas les autres animaux, ont un intérêt à recevoir une certaine forme d'éducation, par exemple, ou ont un intérêt à une certaine forme de participation politique. Peut-être quelque chose de comparable chez certaines espèces animales, c'est possible, et peut-être que plein d'animaux qui font partie de nos communautés ont un intérêt à la participation politique, mais ça sera toujours un intérêt probablement d'une nature différente que celui que les êtres humains ont. Ce sera pas mettre un bulletin dans l'urne, quoi. Ça prendra pas cette forme-là. Voilà. Il y a des formes de délibération qui vont être seulement accessibles aux êtres humains, etc. Et il y a rien de spéciste là-dedans, c'est juste reconnaître que, en fonction de capacités spécifiques et ou de relations spécifiques, les membres de certaines catégories, humaines ou non humaines, vont avoir certains intérêts et que ça va donner lieu à des obligations différentes. Donc on peut concevoir toutes ces différences sans commettre la faute spéciste qui considérerait à dire que simplement parce qu'ils ne sont pas humains, les autres animaux n'ont pas les droits ou les intérêts donnant lieu à certaines obligations que nous avons entre êtres humains. Nicolas Delon, pour finir avec le petit rituel, dans Comme un poisson dans l'eau, est-ce que vous auriez 3 recommandations à nous donner, s'il vous plaît ? Alors, j'en ai plus que 3 évidemment, mais je vais en donner que 3 pour respecter la règle. Alors, je voulais commencer par recommander le travail de, je pense, celui qui est aujourd'hui mon philosophe vivant préféré, Peter Godfrey Smith, donc philosophe australien, philosophe des sciences, philosophe de la biologie en particulier, qui, depuis maintenant quelques années, a développé des travaux particulièrement intéressants sur les esprits des animaux, en particulier l'évolution de la conscience animale, en particulier dans 2 livres, et je crois qu'il y en a un 3e qui va arriver. Donc le premier, c'était Other Minds, c'est le seul qui a été traduit en français jusqu'ici, je crois, Le Prince des Profondeurs. Et le second, qui en fait est mon préféré pour le moment, s'appelle Metazoa, et retrace tout simplement l'évolution de la vie, et à quel moment, et je m'en suis pas mal inspiré pour mon travail sur la gentilité émerge, et ensuite la sensibilité ou la sentience émerge dans l'évolution de la vie. Donc, Peter Godfrey Smith, très très chaudement recommandé. Un livre par Ben Goldfarb, qui est journaliste scientifique, Crossings, que j'ai particulièrement aimé, sorti en 2023, je crois, est un livre accessible au grand public sur l'écologie des routes. Et parce que je m'intéresse aux animaux des villes, j'avais trouvé le livre et c'était fascinant. J'ai appris énormément de choses sur tous les dommages qu'on cause à la vie animale et non animale par la construction et l'utilisation des routes de toutes sortes depuis qu'on a commencé à construire des routes. Donc très chaudement recommandé. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas encore été traduit en français. Et la 3e et dernière recommandation, c'est le travail en général d'un philosophe décédé l'année dernière, Gary Varner. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Personhood, Ethics and Animal Cognition, que j'utilise beaucoup dans ma thèse. J'ai aussi publié un article discutant ses travaux, et je pense qu'il est criminellement négligé en éthique animale pour des raisons que je n'explique pas. Et c'est un des rares auteurs à avoir fait l'utilisation en éthique animale des travaux de Richard Hare, qui était un des professeurs de Peter Singer, qui faisait de la métaéthique et un utilitariste. Et Gary Varner a fait une utilisation particulièrement intéressante de ses travaux, notamment donc ce qu'on appelle l'utilitarisme à 2 niveaux, notamment en ce qui concerne les animaux de compagnie. Donc très chaudement recommandé également, en particulier à la suite de son décès l'année dernière. Merci beaucoup, je mettrai tout ça dans la description comme toujours. Et un grand merci Nicolas Delon d'être passé dans le podcast. Merci Victor, c'était un grand plaisir. Eh bien bravo, vous êtes encore là, vous n'avez pas lâché l'affaire, même s'il y avait plein de nouvelles idées un peu surprenantes et pas évidentes dans cet entretien. Alors, on résume ensemble. La considérabilité morale, c'est le fait de compter moralement, d'avoir un statut moral. Et une fois qu'on est moralement considérable, notre statut moral correspond à l'ensemble des obligations que les autres ont envers nous. En général, on a pensé ces obligations comme découlant de certaines propriétés individuelles, comme le fait d'être une personne ou le fait d'être sentient. Et Nicolas Delon suggère que le fait d'être agentif pourrait aussi
nous rendre moralement considérables. Et l'agentivité, c'est cette capacité à avoir des comportements intentionnels, qui expriment des buts, des préférences et des désirs. Mais on a vu aussi qu'il y a des éthiques que l'on appelle relationnelles, et qui mettent moins l'accent sur ces caractéristiques individuelles, et davantage sur le type de relation qu'on entretient avec tel ou tel individu, et les obligations qui en découlent. D'après Nicolas Delon, il faut en fait aussi regarder le contexte, quand on cherche à déterminer les intérêts d'un individu. Et les relations font partie de ce contexte. Un bon exemple de cette variation des intérêts selon le contexte, c'est notre vulnérabilité, qui dépend non seulement de nos capacités propres, mais aussi énormément des contextes dans lesquels on se trouve. Voilà, j'espère que vous trouvez toutes ces idées intéressantes. Moi je trouve que réfléchir au statut moral en intégrant cette question du contexte et des relations enrichit pas mal la réflexion. Ça permet de distinguer de façon nuancée les différentes situations qui peuvent faire naître des obligations particulières envers les autres animaux, et aussi entre humains d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous voulez plus d'entretiens un peu philo comme ça, ou au contraire si vous en voulez moins, ça m'intéresse dans les deux cas d'avoir vos retours. Écrivez-moi à comeunpoisson@protonmail.com ou sur les réseaux sociaux du podcast que je vous encourage à suivre d'ailleurs. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. À très vite, bisous.